Mais allons-y, on va pas prendre du retard, que vous ayez un petit peu de temps pour la prochaine pause. Du temps pourquoi? Pour aller voir les sponsors. Je refais le speech, je sais que vous l'entendez depuis ce matin, c'est important, allez les voir, on les remercie, ne serait-ce que leur faire un petit coucou et leur dire que vous êtes ravis, que grâce à eux, il y a un événement comme celui-là. Donc merci à nos sponsors. Les évals, à chaque fois, tous les ans, on a très peu d'évals, ce qui est vraiment difficile pour nous de savoir quels sujets ont été bien, quels speakers ont été bien, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit améliorer. C'est super simple, vous avez une URL gus.pro/JSS, le QR code aussi. Il y a des gens qui utilisent des QR codes dans la vie? Non. C'est assez simple et vous nous faites un retour très rapidement et on peut donc savoir ce qu'on doit améliorer, ce qui doit être mieux sur cet événement et pourquoi pas sur les autres. Et en plus, il y a quelques tirages au sort qui nous permettront de gagner des cadeaux. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, la petite minute publicitaire, juste pour me présenter. Donc je suis Jean-Pierre Hiel, je m'occupe de la data et de la BI dans une société de services qui s'appelle Azeo, qui est un pure player Microsoft. Évidemment, on fait bien d'autres choses en plus de la BI et de SQL Server. On fait du SharePoint, du Dev, tout un tas de choses comme ça. Mais évidemment, dans un événement comme les journées SQL Server, on va pointer sur vraiment nos spécificités, les spécialités qu'on a dans l'équipe. Donc c'est tout ce qui va être autour de la self-service BI, un peu d'Agile BI. Un peu de stratégie autour des données pour conseiller notamment les grands comptes et un point qu'on va aborder aujourd'hui, alors ça s'appelle Hybrid BI, mais l'idée c'est vraiment de réfléchir un petit peu au cloud et aux architectures qu'on peut faire autour de la BI. Voilà, vous avez tout ça sur Twitter, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, etc. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai passé très vite sur le premier slide sur le titre. La session, c'est bien Cloud et BI, quelle architecture pour 2014. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qui a été présenté ce matin, comment on peut construire des architectures. Et on va essayer en 1 heure de, 1, balayer les produits, et 2, essayer à la fin de conclure et de se dire voilà, comment je dois mettre un petit peu tous ces éléments, qu'est-ce que je dois utiliser, comment ça va s'imbriquer, quelles sont les questions auxquelles il faut que je réfléchisse, etc. Rentrons dans le vif du sujet, mais avant de parler directement cloud, BI ou architecture, l'idée c'est vraiment de ramener sur les nouveaux challenges qu'on a aujourd'hui autour de la BI. Le premier, c'est la self-service BI. On en parle depuis quelques années, c'est pas tout nouveau de 2014 ou pour CJSS. La self-service BI est là depuis quelques temps, mais c'est un réel challenge parce que comment je la mets en place, comment je la fais évoluer, comment je la mets aux mains des utilisateurs, et puis qu'est-ce qu'ils vont faire avec mes données, etc. Donc c'est des nouveaux challenges qu'il faut en tant qu'architecte data, architecte BI, répondre. L'autre, c'est l'agilité. On nous demande de plus en plus d'aller vite quand on fait de la BI. On peut plus se permettre de dire bon bah la prochaine évolution, la nouvelle dimension que tu veux dans ton cube, la nouvelle mesure, bah, ça aura lieu dans la prochaine release qui sera livrée dans 6 mois. 6 mois, c'est peut-être un petit peu beaucoup, dans 3 mois, etc. L'idée, c'est vraiment quand on a besoin de faire une analyse, on a besoin de le faire très rapidement. Donc, il faut faire évoluer les outils BI, que ce soit des cubes, que ce soit de l'ETL, etc. On a ce besoin d'agilité. Le troisième challenge, c'est bien évidemment le big data. Alors j'ai mis le big data au sens large. Pour ceux qui me connaissent, une petite aversion pour le mot en lui-même big data qui pour moi est juste le pendant marketing. Mais l'idée c'est vraiment de voir tout ce qu'il y a autour, toutes les technologies qu'on a rattachées au big data. Ben, on a des vraies questions, des vrais enjeux. Comment je fais? Parce que maintenant c'est là dans les entreprises, à tort ou à raison, mais en tout cas, on a ce type de questions et ce type d'outils à l'intérieur des architectures. Ben, il faut faire avec. Donc, c'est un challenge de devoir dealer avec ça. Et le dernier, alors c'est pas l'O avec un T majuscule, c'est IoT. Vous avez vu des petites vidéos ce matin lors de la keynote de Microsoft, notamment avec le métro de Londres. C'est Internet of Things. C'est le nouveau buzzword qui est en train de remplacer Big Data. Big Data, c'est has-been maintenant, on ne parle plus de ça. On parle vraiment d'Internet of Things. L'idée, c'est de se dire comment je connecte finalement ma BI, puisqu'on est là pour parler de BI, on n'est pas là pour parler d'application ou développement, mais comment je connecte ma BI sur l'Internet des objets. On prend toujours l'exemple des capteurs de température, mais évidemment, vous avez vu ce matin avec la petite vidéo du métro de Londres, ça peut être un capteur de vibration sur un escalator, ça peut être effectivement la température, l'humidité, etc. Tous ces éléments qui nous proviennent de l'extérieur
Et forcément, on nous demande quoi à nous? On nous demande de l'analyser et d'en tirer des conclusions. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau challenge aussi qu'on a à faire en BI. La réponse une des réponses de Microsoft, parce que bien évidemment, on ne va pas la résumer à une seule. J'ai juste cité un peu. Donc évidemment, Microsoft est forcément incarné par son CEO. Je sais qu'il a été cité ce matin aussi en keynote par Damien et Benoît. L'idée, c'est vraiment de pousser les entreprises vers une culture des données. Donc ce terme data culture a été vraiment, donc ça date d'avril, hein, il y a une conférence de presse, une conférence qui a été faite par Satya Nadella et le board des vice-présidents qui sont en charge des données. Et le message que Microsoft a voulu donner, hein, donc ça ne s'adressait pas forcément à des informaticiens ou à des architectes, mais vraiment à tous leurs clients, à l'écosystème, c'était de dire il faut que chaque entreprise ait une culture de la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une culture de la donnée? Ça veut simplement dire avoir conscience que finalement le patrimoine, la richesse, elle est dans la donnée et que ce qui va être intéressant dans sa phrase, c'est que ce qui va faire la différence, c'est d'avoir les bons outils pour sortir de ces données-là, ce qu'on appelle les insights, donc avoir vraiment les réponses à nos questions, avoir toutes ces analyses, tous les résultats d'analyse directement dans ces données. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer les sociétés et donc forcément leur système d'information, puisque évidemment une DSI, elle est quand même très liée à l'entreprise dans laquelle elle est. Donc l'idée, c'est d'être vraiment que les DSI cultivent un petit peu cette culture de la donnée au sein des utilisateurs. Il y a un autre message aussi que nous dit Microsoft, mais on va revenir un petit peu après, c'est justement le cloud first. Alors on l'a eu ce matin, alors souvent on l'ajoute avec le mobile first, mais nous ce qui va nous intéresser pour cette session, puisqu'on s'intéresse de l'architecture cloud, c'est justement le cloud first. Donc ok, moi j'adhère à ce que dit le patron de Microsoft, on y va, on va mettre les bons outils pour gérer de la donnée. Le problème c'est que Microsoft nous dit cloud first et délivre des outils qui sont principalement cloud. Je voudrais juste revenir un petit peu sur, mine de rien, la BI traditionnelle, parce que c'est quand même... Alors, je ne sais pas, vous, où est-ce que vous avez commencé sur la BI, moi à peu près au milieu, mais vraiment la BI traditionnelle, alors on peut ne pas être d'accord sur le premier chiffre, mais j'ai juste pris finalement un peu l'historique de Kimball pour ça, mais voilà, on est sur 20 ans de BI traditionnel, où finalement on a toujours le même schéma. Des sources de données, je fais un ETL, je mets ça dans un data warehouse, je crée un cube par-dessus, je fais du reporting. Ça, c'est ce qu'on a actuellement. Et évidemment, en termes d'outils, puisque je reprends encore cette culture de la donnée, d'avoir les bons outils, en termes... Hop, si c'était bon, il les a tous mis. En termes d'outils, évidemment, on est sur une stack qu'on a depuis très longtemps, depuis les années 2000, qui est SSIS, évidemment SQL Server pour la partie Data Warehouse, Analysis Services pour les cubes, et Reporting Services et Excel pour toute la partie restitution. Donc ça, c'est ce qu'on a actuellement. Mais évidemment, on s'aperçoit que tout ce qui arrive va être dans le cloud et va apporter des nouvelles fonctionnalités et enrichir un petit peu tout ça. Mais au final, la BI, si je la résume, c'est bien un utilisateur métier, puisqu'évidemment, c'est bien eux qui nous intéressent. On ne fait pas de la BI pour se faire plaisir. On ne crée pas un cube ou un rapport ou un data mart pour se faire plaisir en tant que développeur. Mais c'est bien à un utilisateur métier, commerce, marketing, compta, on s'en fiche. Mais c'est bien une personne qui a une question métier par rapport à ces données. Et on a les données tout au bout qui peuvent être, on s'en fiche, de la base de données, du SAP, des fichiers, etc. Et à chaque fois, on a le même schéma, c'est qu'on doit récupérer la donnée, la modéliser et l'analyser. Maintenant, la question, c'est de savoir, ok, on a vu la BI traditionnelle avec les outils de l'ancienne façon de faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement désuets et qu'il ne faut plus du tout les utiliser, mais ils évoluent très peu et on a quand même de nouveaux outils qui se trouvent principalement sur le cloud. Mais dans tous les cas, qu'on soit en mode cloud ou en mode traditionnel, on va avoir à chaque fois ces trois étapes qui sont récupérer les datas, les modéliser et les analyser. Je pense, vous avez le droit de ne pas forcément être d'accord ou de challenger ça, que dans tous les cas,
cloud, pas cloud, révolution, pas révolution, on aura toujours ce schéma-là de récupérer des données, de les modéliser et de les analyser afin de répondre à une question. Maintenant, justement, voyons quels outils on a pour faire ça dans le cloud. Donc on a vu le BI traditionnel, on sait très bien le faire, hein, ça. Hein. On me demande une question, je vais faire un petit SSIS qui remplit ma base de données, puis dessus je vais faire un petit cube, tabulaire, pas tabulaire, puis ensuite j'ai juste à utiliser ça depuis Excel. Ça c'est le traditionnel. Maintenant, si j'écoute Microsoft, et de toute façon, vous voyez très bien l'orientation qui est prise, tous les nouveaux produits sont cloud first. Ils arrivent sur le cloud. Donc c'est de se dire, ok, on va partir sur le cloud, donc on va essayer de faire de la BI, donc de faire ce fameux Get Data, Modelize, Analyze, mais uniquement avec des briques du cloud et de se dire, est-ce qu'on est capable de monter une architecture 100% cloud. On va voir si à la fin si on arrive à 100%. Mais je prends le pari, j'écoute Monsieur Nadella, je me dis qu'il me faut les bons outils pour trouver les insights dans mes data, pour cultiver la culture des données dans mon entreprise, et tout ça en démarrant sur le cloud. Alors, pour commencer, l'idée c'était justement de regarder un petit peu la boîte à outils qu'on a. Vous avez vu ce matin, si vous étiez à la keynote, vous avez pu voir que côté Microsoft, depuis un an, les annonces de produits, de briques, de morceaux technologiques vont à une vitesse exponentielle. Alors on espère juste qu'à un moment, ils vont un petit peu stabiliser ça et pas sortir des trucs toutes les semaines. Mais n'empêche, on a un foisonnement d'outils. La plupart de ce slide ont moins d'un an. Et je suis quasiment sûr de tous, ont moins de 3 ans. Hein, donc on est vraiment sur des choses nouvelles qui sont arrivées. Et tout ça, c'est que du cloud. Tout ça, c'est des technologies qui sont cloud. Alors, vous pouvez me dire, certains sont peut-être un peu hybrides, mais globalement, on est sur des technologies qui tournent sur le cloud, Azure ou Office 365. Donc voilà tout ce qu'on a un peu dans notre boîte à outils. Et finalement, je me dis, je dois faire une architecture qui va se baser sur toutes ces briques-là, et je dois créer finalement mon système décisionnel avec uniquement ces briques-là. Vous remarquerez qu'il n'y a pas SQL Server on-prem, il n'y a pas SSIS, il n'y a pas SSRS et il n'y a pas Analysis Services. Donc je vais faire ça et comment je peux construire ça. Donc l'idée c'est de faire l'exercice inverse et de se dire, ok banco, on part sur le cloud, est-ce que je peux donc finalement éteindre les serveurs que j'ai chez moi et arrêter de faire de la BI traditionnelle comme on est habitué à le faire. Donc on va faire l'exercice inverse, c'est-à-dire que finalement je vais essayer de positionner un petit peu toutes ces briques dans un écosystème plutôt que de... normalement en architecture on fait l'inverse, on étudie d'abord le besoin et ensuite on regarde quelle brique va y répondre. Mais là l'idée c'est je vais faire un petit peu, je vais essayer de tout mettre. Voilà. L'objectif ça va être de se dire et si je mettais tout et si je devais tout utiliser, à quoi ressemblerait cette architecture cloud, pardon. Bien évidemment tout ça ça va être un bon exercice pour finalement passer un petit peu en revue toutes ces briques, vous donner des éléments sur à quoi ça sert, quelles sont les limitations, comment elles marchent, comment elles s'imbriquent avec les autres. Pourquoi? Parce que c'est ça le métier d'architecte. C'est de connaître tous ces éléments-là, de connaître les matériaux, de connaître les éléments de base et de savoir comment les assembler et de savoir qu'on ne met pas telle brique avec telle brique, etc., etc. Donc on va vraiment faire ce boulot d'architecte, c'est de regarder un petit peu toutes ces briques, de regarder finalement leurs caractéristiques premières et ensuite de les mettre sur le même paysage. Évidemment, vous doutez bien que je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail de toutes les briques, hein. On n'a qu'une heure de session, mais bien heureusement, le planning est bien fait, vous avez pas mal de sessions, alors certaines ont déjà eu lieu, mais vous avez pas mal de sessions qui vont faire des focus particuliers sur les différentes briques, je pense à Azure Stream Analytics ou Machine Learning qui seront, ou même tout ce qui est Big Data, puisque demain il y a une track qui permet de creuser là-dedans. Donc moi évidemment je vais survoler, je ne vais pas vous faire des démos de tous les outils, mais l'idée ça va être vraiment de vous donner le meilleur aperçu possible de toutes ces briques. La première question, c'est de se dire, ok, donc on part dans le cloud, on m'a donné tout un tas de briques, mais on m'a dit qu'il y avait cloud et cloud. En effet, ça, j'imagine que vous l'avez tous en tête. C'est les 3 types de façons d'aborder le cloud qu'on peut avoir. IaaS pour infrastructure as a service, PaaS pour platform as a service et SaaS pour software as a service. La différence, alors on va essayer d'y répondre avec chaque brique, de savoir un petit peu où est-ce qu'elle est, mais la différence, finalement, on pourrait très bien la comparer avec le pizza as a service. C'est pas de moi, je vous rassure.
Certainement, vous l'avez peut-être déjà vu parce que ça a fait le tour de Twitter et de Facebook. Mais en fait, on a un ingénieur d'IBM, en plus qui n'a rien à voir avec Azure et Microsoft, qui a finalement fait la comparaison entre l'infrastructure, comment on abordait l'informatique avec le cloud, et derrière, si j'ai besoin de manger une pizza. En fait, le traditional on-premise, c'est simple, vous faites ça chez vous. Donc vous achetez tous les ingrédients, hein, la farine, le fromage, etc. Vous faites votre pizza, vous la mettez dans votre four et vous la mangez chez vous. Et à l'inverse, je vais évidemment pas rentrer dans le détail, on n'est pas là pour faire un cours de cuisine, mais à l'inverse, vous avez le software as a service, où là finalement vous n'avez pas de questions à vous poser. Je veux une pizza? C'est vrai, je vais au restaurant en bas, je commande ma pizza, je mange, je rentre chez moi. Vous n'avez eu finalement, alors, d'accord, hein, la différence ça va être le coût, vous allez me dire que le faire à la maison avec les ingrédients de base, ça coûte vraiment pas cher, mais par contre, vous êtes embêté à le faire, vous êtes embêté à avoir de l'électricité chez vous et du gaz pour faire tourner votre four, etc. En software as a service, vous ne vous préoccupez pas de ça. Vous venez, le service a un prix, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce prix, ça c'est une autre histoire, mais au final, il y a un prix qui est mis devant, vous le consommez, quand vous en avez fini, vous partez. Voilà. Donc c'est un petit peu la différence. Évidemment, vous avez les deux niveaux intermédiaires, infrastructure as a service et plateforme as a service, qui vont vous donner des niveaux de ce que vous faites et de ce que fait quelqu'un d'autre pour vous, qui vont être un petit peu différents. Donc je l'ai mis parce que vraiment, je trouve cette comparaison assez intéressante, et notamment si vous avez des soucis à convaincre pour le cloud, ou expliquer justement quel est l'intérêt du cloud, ça peut aider. Parce qu'en effet, un data center, c'est pas gratuit. On peut se dire, mais non, mais j'ai les serveurs, j'ai mes serveurs, ils sont là, pourquoi j'irai sur le cloud? Oui, mais ça a un coût. Votre data center coûte de l'argent. Allez, on va creuser un petit peu dans les différentes briques qu'on a vues. Donc vous avez vu, il y en avait pas mal. Donc on va essayer aussi d'en mutualiser certaines et d'aller assez vite pour d'autres. Il manque une petite animation dans ce que j'ai fait, donc je vais vous mettre tout le slide. Voilà, ça va être plus vite. Le IaaS. Le IaaS, rappelez-vous, c'était une des briques. En fait, c'est la plus facile à comprendre. Pourquoi? Tout simplement, au même titre que votre IT vous provisionne une machine, qu'elle soit physique ou virtuelle, votre IT, votre hébergeur, n'importe qui. Vous arrivez, vous loguez avec un login, vous avez Windows qui démarre, et après, vous faites ce que vous voulez, vous installez les outils que vous voulez. Finalement, le IaaS, c'est aussi simple que ça à comprendre. Donc, c'est des VM, et dessus, en fait, donc, je choisis le IaaS et je vais mettre de la BI, hein, c'est la question de base, c'est de se dire, moi, je vais mettre ma BI dans le cloud. C'est simple, j'ai des serveurs Windows, j'ai juste à installer les outils dessus. Donc, je vais installer Integration Services, SQL Server, Analysis Services, SharePoint, tout ce qu'on veut en BI, mais c'est juste que je vais le mettre dans le cloud. C'est finalement l'étape la plus simple, la marche la moins haute pour aller vers le cloud. Au final, je fais la même chose que je faisais sur mon data center, sauf que je le fais chez un hébergeur qui est le cloud. Et à vrai dire que vous donnez soit chez OVH ou chez Microsoft ou chez un autre hébergeur, à vrai dire, vous avez à chaque fois le même niveau de service puisqu'on vous donne une VM. Je suis d'accord, je vous l'accorde, il y a la localisation du data center qui peut être pertinente comme choix, mais mine de rien, c'est bien la même chose que ce qu'on faisait il y a 10 ans quand on était chez un hébergeur. C'est la même chose, voire même quand le data center n'est pas dans nos locaux. Hein, quelle différence en fait à ce que la machine soit sous nos pieds, au sous-sol du bâtiment où on est, ou finalement en Irlande, en Hollande ou au fin fond du Gers, c'est la même chose. L'important c'est qu'on a accès à cette machine et j'installe finalement toute ma stack BI que je veux faire. Alors on pourrait se dire, ouais mais ok, mais le cloud quand même, par rapport à ce que j'ai on-premise, j'ai des SAN, j'ai tout un tas de choses super optimisées pour justement traiter de la data. Alors, je vous l'accorde, moi aussi j'étais un peu sceptique sur le IaaS, sur la BI dans du IaaS il y a encore quelques temps. Mais comme ça a été annoncé ce matin, alors ce matin on a annoncé, d'ailleurs je ne les ai pas mis, mais les fameuses séries G, c'est que globalement les VM, ce n'est pas de la VM forcément bas de gamme, où vous avez des CPU partagés avec tout un tas d'autres utilisateurs qui font du web, du machin, etc. Non, vous avez des VM qui peuvent être dédiés aux data, donc c'est toute la série A, les séries D, qui vont de 1 à 14. Et vous verrez, il y a un petit tableau comparatif, d'ailleurs je vais pouvoir le mettre tout en parlant. Donc la D14 ou la 9, c'est 16 cœurs, 112 Go de RAM. Mais ce matin, Damien Cudel de Microsoft a confirmé qu'il y avait les séries G qui peuvent aller jusqu'à 1,5 Tera de RAM et 6 Tera de disque. Donc
on est bien loin du vCPU qui est partagé entre plusieurs applications. On parle bien d'un vrai serveur, sauf qu'il n'est pas dans votre data center, il est dans un data center de Microsoft, mais on parle bien d'un vrai serveur qui est capable de hoster un data warehouse. Et à vrai dire, que ce soit du SAN, des disques locaux ou autres, vous vous en fichez. Vous payez pour un service, on vous fournit une VM qui fait 1,5 Tera de RAM, 6 Tera de data en SSD, et après, c'est à vous de l'utiliser. Bien évidemment, il y a des benches qui ont été faits. Je ne les ai pas mis là, mais je mettrai dans les commentaires différentes ressources. Il y a différents benches, et notamment, on a Glenn Berry, pour ceux qui connaissent Glenn Berry, qui est un fameux blogueur sur les performances. D'ailleurs, son blog s'appelle SQL Performance. Il a benché un petit peu la D14, il a réussi à se procurer une D14, et on arrive sur les disques SSD de la série D, on arrive jusqu'à, en lecture, à 800 mégaoctets secondes. Donc on est quand même sur des choses intéressantes. Je vois certains DBA qui hochent un peu la tête, mais et en écriture on est à 400 mégaoctets secondes. Donc c'est assez intéressant. Et ça c'est sur un disque bien évidemment. L'idée c'est d'utiliser l'ensemble des disques de la machine. Je l'ai pas mis ici, mais en fait voilà, les versions Data Warehouse, elles ont jusqu'à 16 disques. Donc évidemment vous pouvez jouer là-dessus. On n'est pas là pour faire un cours de performance ou de savoir comment on architecture l'intérieur d'un data warehouse, mais sachez que le IaaS aujourd'hui est une réelle alternative à acheter une machine, l'installer, mettre un SAN chez vous, vous occuper de toute la connectivité, etc. Le IaaS peut être intéressant pour faire ça. Bien évidemment, il y a deux éléments qui sont assez importants là-dessus, puisque un des points faibles du cloud, c'est la latence. On en a parlé ce matin aussi, ExpressRoute, c'est quelque chose, alors c'était en bêta il y a encore quelques temps, mais visiblement c'est disponible. Donc ExpressRoute permet justement d'optimiser les liens entre vos bureaux, votre réseau local et le cloud. Finalement, je me souviens, à l'époque, on montait des LS entre ces bureaux et l'hébergeur, des lignes spécialisées. Finalement, c'est exactement la même chose, sauf que là, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à dire je veux optimiser avec le data center d'Irlande, de Hollande, des États-Unis, d'Australie ou autre, et ExpressRoute va se charger de vous minimiser finalement la latence que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est des choses importantes. Il y a un autre aspect, j'en parlerai tout à l'heure, c'est bien évidemment la bande passante, le mouvement des données, des choses comme ça. Mais on y reviendra un petit peu tout à l'heure quand on mettra ça un petit peu en perspective. Je vous donne une idée du coût aussi, hein, on n'est pas sur des coûts non plus pharaoniques. 3 000 € par mois pour une D14. C'est pas, on ne parle pas de millions d'euros. Enfin, après, évidemment, il faut le multiplier là-dessus. Et c'est licence SQL Server incluse. En plus. Puisque l'avantage du cloud, hein, alors sur le IaaS, c'est un peu moins vrai, mais il y a une option. Quand vous choisissez un SQL Server de la galerie, c'est licence incluse. Le software as a service, donc là on est à l'autre bout. On a vu le IaaS, maintenant on voit le SaaS. C'est simple, l'offre qu'a Microsoft sur le software as a service, c'est tout simplement Power BI. Je vous ai mis le slide marketing et commercial, donc tout ce qu'on a dans Excel, là ça n'a rien à voir avec le cloud, mais évidemment ce qui est en cloud, c'est tout ce qui va être en orange à côté, donc tout l'aspect collaboration, où finalement je démarre dans Power BI, dans Excel, mais il y a bien un moment où il faut que je partage, il faut que je mette ça à disposition. Vous pouvez très bien le faire sur du SharePoint on-premise, ça c'est ce que vous avez actuellement. La version cloud, c'est tout simplement d'acheter le service. Et encore une fois, repensez toujours à l'analogie du restaurant ou du pizza as a service. Là, l'idée c'est, j'arrive, je vais sur le site, je dis que j'ai 10 utilisateurs, je les paye, je demande un paiement mensualisé, comme ça le mois suivant, si j'en ai 9, je paye un utilisateur de moins, etc. Donc vraiment, on paye pour ce qu'on consomme. Donc là, vous imaginez l'abonnement à la pizzeria du coin pour aller chercher, consommer les services. Plateforme as a service. Bon, vous voyez qu'on a quand même retiré 2 briques. Il en reste encore pas mal. Il en reste un petit peu. Le temps file, donc on va essayer de creuser un petit peu, tout ça. Mais en fait, on s'aperçoit qu'au milieu, on a tout un tas de briques, tout un tas de services, tout un tas de plateformes que nous fournit Microsoft. On va essayer d'y voir plus clair en avançant un petit peu sur ça. Le premier, pareil, on en a parlé ce matin, c'est SQL Azure. Alors moi, je l'appelle toujours SQL Azure parce que c'était le nom qu'il avait à la base. Et en général, tout le monde le comprend. SQL Azure, on se dit, ouais, d'accord, c'est SQL Server dans Azure. Sauf que son vrai nom, c'est Windows Azure SQL, qui a été changé il y a quelques temps. Donc WASQL. Donc si vous voyez, si vous faites des recherches de contenu, de doc, de fiches produits, etc. Ayez en tête qu'il peut avoir 2 noms, Azure SQL ou SQL Azure, en fonction, donc ça peut vous aider pour votre recherche. Moi, je préfère rester sur SQL Azure, donc je ferai le lapsus pendant la session. Alors,
Qu'est-ce que c'est SQL Azure? C'est simple, hein, c'est SQL Server en mot de passe. Évidemment, il y a des limitations. Ce n'est pas la même chose que le SQL Server que vous avez on-premise. Mais je vous rassure, les limitations, alors j'en ai pas, j'en ai pas ressorti certaines en exemple, mais ça peut être des grandes features de SQL Server. Je prends l'exemple du change tracking. Admettons que vous utilisez le change tracking. En effet, ça n'existe pas dans cette version de SQL Server. Je crois qu'au tout début, on avait aussi quelques limitations avec des choses comme les CTE d'un point de vue développement qui a pu maintenant. On va avoir aussi des limitations aussi en termes de volumétrie. Forcément, c'est pas fait pour avoir une base de données de 50 ou 100 gigas. On a une limitation. Je vous mettrai aussi dans les commentaires des slides, vous aurez les liens vers les ressources où on trouve toutes ces limitations. Il y en a, alors vous verrez, vous prendrez peur parce que vous verrez que la liste est longue, mais en fait, c'est tout simplement parce que SQL Server on-premise a énormément de fonctionnalités. Donc forcément, à chaque fois, c'est des points de détail, donc vous avez des listes assez longues. Donc, c'est un SQL Server avec des limitations. Alors, on pourrait dire, quel intérêt d'avoir un SQL Server avec des limitations? L'avantage, c'est que c'est du platform as a service. Vous avez besoin d'une base, vous faites créer database, vous vous en fichez de savoir où est la VM, comment elle a été sizée, où sont les disques, etc. Votre niveau de granularité, c'est la base de données. Vous la créez, vous l'utilisez direct. En plus, c'est ce qui a été annoncé ce matin, c'est qu'on a tout un tas d'outils et d'API qui nous permet même maintenant de provisionner. Alors, j'ai pas testé ce qu'a annoncé Damien ce matin, mais la création d'une base de données en moins de 20 secondes, mais j'en doute pas que ce soit possible parce que les limitations sont là justement pour industrialiser ça. Et ça apporte aussi des avantages, des nouvelles fonctionnalités, parce qu'on pourrait se dire, ok, ouais, mais la rapidité de création d'une base, je ne crée pas des bases non plus toutes les 2 secondes, donc j'ai pas forcément besoin de les créer en moins de 20 secondes. L'autre gros avantage d'utiliser un SQL Server en plateforme as a service, c'est tout le principe de scale-out. Vous avez peut-être déjà réfléchi ou essayé de mettre en place avec votre SQL Server on-premise de faire du scale-out. Par défaut, SQL Server fait du scale-up. Pour faire du scale-out, vous êtes obligé de faire un petit peu de code parce qu'en effet, il faut lui dire qu'en fonction de tel ou tel critère, vous allez mettre dans telle ou telle base de données. Là, en fait, le sharding, alors il y avait une autre technologie qui s'appelait la fédération. Je l'ai barrée tout simplement parce qu'elle est annoncée sur le site comme étant dépréciée, donc elle disparaîtra dans quelques versions. Mais le sharding et l'Elastic Scale qui a été présenté ce matin, c'est vraiment des choses qu'apporte en plus SQL Server en plateforme as a service. Alors faites attention, c'est pas aussi magique que ça. Il y a un petit peu de bonnes pratiques pour développer par-dessus. Mais l'objectif à terme, c'est de se dire une base, 2 bases, 10 bases, 1000 bases à travers le monde. Je m'en fiche, j'attaque bien le même endpoint et je suis capable de monter en charge. Évidemment, c'est pour des besoins vraiment là pour le coup d'OLTP. La limitation, c'est qu'évidemment, on a quand même des performances en termes d'IO ça n'a rien à voir avec la Godzilla ou la D14 dont on a pu parler. Donc forcément, on est un petit peu moins puisqu'on a toute cette souplesse de plateforme as a service. Des assistants, des outils, donc tout ça nous permet finalement d'être totalement transparent quand on utilise SQL Azure. Une autre façon de stocker des données, il y a une session ce matin qui a été faite par nos amis, la communauté amie qui est The Cloud, qui eux sont spécialistes du cloud et de Azure. C'était sur justement les espaces de stockage dans le cloud. À vrai dire, si vous avez suivi différentes sessions, on se dit que finalement faire de l'ABI, mettre des datas, des fois on nous parle souvent des Azure Blob Storage, voire même des Azure Tables. Azure Tables, c'est une façon aussi de mettre des entités sur le cloud sans se préoccuper de savoir comment elles sont stockées ou dans quelle base de données. Finalement, voyez-le comme 2 espaces de stockage, binaire et entité. Binaire, c'est-à-dire que vous mettez ce que vous voulez, ça peut être du JSON, du CSV. Il y a différents exemples, souvent en général on choisit quand même des choses de type texte, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir stocker de la donnée brute. Donc on sait qu'on en a besoin quand on fait de la BI, on a besoin de stocker des fois des fichiers plats ou des choses qui sont assez sources, même si quand on fait du SSIS, des fois on a besoin d'avoir ces espaces un petit peu tampons. On va les mettre dans notre architecture, dans notre élément. Il faut juste savoir que ça existe et qu'on a cette possibilité de stocker. Mine de rien, je mets un petit warning, les API pour manipuler ça sont quand même orientés développeurs. Ce n'est pas vous qui allez forcément être les plus à même de manipuler et de insérer, par exemple tout le CRUD qu'on a avec Azure Tables, c'est vraiment du code .NET qu'il faut maîtriser pour faire ça. Mais évidemment, tout un tas d'API commencent à apparaître pour justement envoyer des blobs directement sur le cloud, notamment depuis des outils type SSIS. Ce qui va être intéressant,
et là on commence à voir un petit peu le puzzle se construire, c'est qu'Azure Blob va être à la base d'autres services. Et finalement, c'est pour ça que je voulais partir de tous les outils, c'est de me dire, et finalement, si je recomposais un petit peu le puzzle, et en regardant qui match avec quoi, et est-ce que finalement, ça ne va pas me sortir une architecture naturelle avec tous ces outils-là. Autre élément qui a été présenté ce matin, c'est Azure Document DB. Finalement, ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut avoir en stockage brut de fichiers, sauf que là, en fait, Azure Document DB, c'est exactement que c'est des formats JSON, que c'est des documents, cette notion de document qu'on peut avoir. L'avantage, c'est que c'est sans, j'ai mis schema free, c'est plutôt schemaless, c'est sans schéma. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez assisté au retour d'expérience, la session de retour d'expérience de Deezer, qui utilise ça justement pour se permettre de rajouter des champs à la volée dans ces données. Donc on n'a pas de schéma, ce qui nous permet vraiment de ranger les documents un petit peu en vrac. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on a un pseudo langage SQL qui va nous permettre de requêter. Et évidemment, derrière, on est sur une plateforme de service, on n'a pas à se préoccuper de savoir comment ça tourne, mais tout ce qu'on sait, c'est que les choses vont être indexées, donc ça va être assez facile de requêter DocumentDB et de finalement revenir à quelque chose qui va être lié à un schéma. Donc, par exemple, retrouve-moi tous les documents qui ont l'attribut propriétaire égal à Jean-Pierre Hillel. Et donc là, ça va chercher dans toutes ces données-là pour faire ça. Toutefois, les deux warnings qu'il y a, c'est orienté développeur, encore une fois, sur l'usage. Donc vous n'allez pas être forcément les premiers utilisateurs de ça, mais on est en train de parler d'un système BI, ça peut très bien être vos données sources. Pourquoi? Parce que les développeurs sont friands de ça. Ça leur permet d'aller plus vite et de développer des super applications. Donc c'est orienté développeur dans l'usage. Maintenant, vous, en tant que professionnel de la BI, vous allez utiliser ça. Et donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et je mettrai un point sur le deuxième warning. C'est on est dans le monde, une des parties qu'il y a autour du big data et des choses comme ça, c'est qu'on est eventually consistent. Donc potentiellement, l'outil ne garantit pas qu'à l'instant T, toutes les données que vous êtes en train de lire soient cohérentes. Donc peut-être qu'il y en a une qui est en train d'être supprimée ou en train d'être ajoutée. Voilà. C'est important à savoir. Imaginez votre système, vos comptes bancaires gérés avec ça. Est-ce que vous aimeriez que votre salaire soit éventuellement viré sur votre compte ou pas? Donc c'est assez important. Autre brique qu'on peut avoir, c'est tout celle du big data. Alors, on va faire 3 briques d'un coup. On va parler de Storm, HD Insight et HBase. Et j'ai bien aimé, j'ai repris ce graphique de Franck Mercier, que je trouve assez bien. Alors évidemment, il a évolué, il manque certainement des briques. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de se dire, c'est quoi HD Insight par rapport à toutes les autres briques qu'on voit à l'intérieur. HD Insight, c'est toute l'infrastructure qui va nous permettre finalement de gérer un cluster Hadoop et toutes les technologies de requêtage par-dessus. Je ne vais pas les passer une par une, mais HD Insight, c'est tout ça. HBase, c'est juste un module qui va nous permettre finalement de stocker des données d'une certaine façon ici. Et Storm est un module qui va nous permettre de faire du temps réel, de l'analyse temps réel sur des données qui arriveraient sur mon cluster Hadoop. Donc ça, c'est tout HD Insight et ça permet vraiment d'aller dans le monde du big data. Je vous disais, c'est un des nouveaux challenges. Alors évidemment, c'est peut-être pas à vous de mettre ça en place, ou on vous demande de mettre ça en place, mais dans tous les cas, vous devez savoir que ça existe et vous devez l'avoir dans votre écosystème, parce que potentiellement demain, un autre département de votre entreprise va avoir mis en place du big data, et vous allez avoir besoin d'utiliser ces briques-là, ou voir pour un besoin, vous allez vous dire, finalement, temps réel, c'est peut-être ce que j'ai envie de faire, je vais utiliser Storm. Donc juste en 2 mots, Storm, vous avez des événements qui arrivent, il y a 2 concepts à retenir dans Storm, qui sont assez rigolos quand on les prononce. C'est les bolts et les spoots, qui sont finalement... Alors ils aiment bien, dans le monde de l'open source, ils aiment bien trouver des noms d'animaux, des choses comme ça, des choses assez rigolotes. Mais mine de rien, c'est les 2 concepts de base qui sont finalement l'événement qui arrive. Et le bolt, c'est tout simplement le trigger qui va se dire, alors quand j'ai 3 comme ça, plus 1 comme ça, et que c'est tous dans une timeline de moins de 5 secondes, ben je fais quelque chose. C'est le fameux éclair, le bolt, qui arrive là. C'est les 2 concepts qu'il y a dans Storm. C'est important de les connaître, c'est important de savoir que ça existe et qu'il y a cette notion de temps réel où je vais pouvoir avoir des triggers qui vont m'informer de tout ça. Et, comme je vous le disais, vous voyez en bas Azure Blob, HD Insight, quand vous mettez en place un cluster Hadoop, va s'appuyer sur Azure Blob. C'est pour ça qu'Azure Blob est dans l'écosystème, tout simplement parce que en entrée,
qu'est-ce que prend comme données le big data? C'est tout simplement des données qui peuvent être stockées sur l'Azure Blob. HDFS est local à votre cluster. L'avantage du cloud, c'est que vous montez votre cluster big data uniquement quand vous en avez besoin. Donc je peux très bien tout stocker dans de l'Azure Blob. Donc ça reste, hein, je paye mon stockage, c'est juste l'équivalent de mon SAN, mais je monte le cluster qui va se brancher sur mes Azure Blob uniquement quand j'en ai besoin. Azure Stream Analytics, il faut juste que je guette l'heure, j'ai l'impression que je suis en retard. Un petit peu. Azure Stream Analytics, alors on vous a dit Storm égale real-time. Vous pourrez se dire, bon c'est facile, j'ai compris, Storm c'est dans la case real-time. Et juste après, on vous dit Azure Stream Analytics, c'est pour faire des analytics temps réel. Donc là, évidemment, il y a un petit souci. En effet, il y a deux façons de faire du real-time avec les technos qu'on va trouver dans Azure. Il y a Storm et il y a Azure Stream Analytics. À vrai dire, c'est pas grave. Storm, c'est un projet open source. Microsoft n'a pas dû y passer des années en recherche et développement. Ils ont juste porté un moteur open source. Donc si vous avez l'habitude de faire du Storm, si vous êtes aguerri avec cet outil, utilisez Storm. Si finalement vous connaissez ni Storm ni Azure Stream Analytics, mon conseil, ça n'engage que moi, c'est plutôt de partir vers Azure Stream Analytics. Pourquoi? Parce qu'en termes d'écosystème, en termes d'outillage, en termes de requêtage, en termes de maintenance, Azure Stream Analytics est un petit peu plus mûr, un petit peu plus dans ce que nous habitue Microsoft, c'est-à-dire lié à des outils et en pensant vraiment aux gens qui développent derrière. Sinon, on a plus en mode console DOS avec Storm pour écrire du batch. Donc Azure Stream Analytics, hein, ça permet de faire du temps réel. Donc deux éléments à retenir, c'est qu'on est sur des millions d'événements par seconde. Ça, c'est la force du cloud. Parce que finalement, vous pouvez vous dire, ouais, mais bon, ça dépend de tout un tas de trucs, etc. Non, c'est le cloud, c'est pas vous qui administrez la plateforme. Donc, vous avez, et donc ça, souvent, c'est garanti par SLA. Alors, je ne vais pas m'engager sur les millions d'événements par service level agreement pour Microsoft, mais bien évidemment, l'idée, c'est que c'est la plateforme qui a cette capacité-là. Vous en fichez de savoir s'ils ont mis un serveur, 2 serveurs, 10 serveurs, 50 serveurs, c'est leur problème. Vous envoyez de l'événement là-dessus. Alors, il y a une brique que je n'ai pas mis dedans, mais on a, si c'est marqué Event Hub, qui est une des briques Azure, alors là, qui est vraiment plutôt pour les développeurs. Hein, donc là-dessus, ils envoient les événements. Et derrière, vous avez Stream Analytics, il se branche dessus. Et lui, il est capable d'en ingurgiter. Vous avez un mot qui arrive un peu dans la BI qui s'appelle ingest, plutôt que ETL. On parle d'ingestion de données, qui lui va pouvoir en traiter plusieurs millions par seconde. Et derrière, on peut se dire, parce que l'idée du Stream Analytics, du temps réel, c'est de justement lever des événements ou regarder des choses, par exemple, se dire quelle est la moyenne de vente par catégorie sur une time frame de 5 secondes, ou de 5 minutes, ou de 5 jours, ou de 5 mois. Évidemment, cette durée de rétention, donc actuellement Azure Stream Analytics vous permet d'avoir 365 jours de rétention ou 20 téraoctets de données, parce que bien évidemment, si vous avez 1 million d'événements par seconde et que vous demandez à les garder pendant un an, pendant 365 jours, vous savez bien que vous allez avoir un petit problème quand même d'espace, et les 20 téras, vous les payez hein, aussi. Donc évidemment, c'est des choses à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, je ne me préoccupe pas de savoir comment ils gèrent la montée en performance. Par contre, c'est votre boulot en tant qu'architecte de savoir justement ce qui va se passer quand ça montera en performance d'un point de vue coût, d'un point de vue utilisation. Donc ça, c'est des choses à savoir, mais c'est important de connaître les limitations, de savoir qu'on a vraiment quelque chose d'intéressant, parce que 365 jours en rétention, c'est assez énorme. Ce qui est intéressant aussi, c'est la syntaxe SQL. En fait, vous configurez finalement votre stream, vous dites, voilà, moi, il y a les événements qui arrivent ici, ils ont un certain formalisme, je ne rentre pas dans le détail puisqu'on n'a pas forcément le temps. Ils ont un certain formalisme, mais admettons que j'ai un objet qui contient une catégorie qui arrive depuis mon input. Ben en fait, c'est simple, hein, globalement, vous faites un group by catégorie, landing Windows 5 minutes, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez faire F5 sur cette requête, ça va vous donner en temps réel la valeur agrégée, et bien sûr, qui bouge dans le temps. Parce qu'on pourrait se dire, oui, bah, c'est facile ça pour le faire. Non, parce qu'en général, pour avoir ça, vous devez avoir le tel qui vous met ça dans une table, et ensuite vous faites l'agrégation par-dessus. Donc c'est très difficile d'avoir le temps réel, puisque vous êtes obligé finalement d'écrire votre agrégat et de le mettre à jour en permanence. Là, l'outil garde tout en mémoire, ce qui fait qu'il est capable de vous dire à l'instant T
Il y a d'autres schémas que si vous creusez un petit peu cette technologie, vous verrez, il y a d'autres schémas qui expliquent bien justement comment il gère les événements pendant la fenêtre de travail. Mais c'est son boulot finalement de garder ça temporairement. Et vous, à chaque fois, vous avez le résultat agrégé. À chaque fois que vous faites F5, vous allez avoir ce côté temps réel qui va vous répondre à ça. Vers quoi on exporte Azure Stream Analytics? Parce qu'on peut se dire, ok, d'accord, mais je ne vais pas être moi avec mon F5 à tout le temps faire ça pour avoir l'information. Vous pourriez, mais l'idée c'est de se dire, exécute-moi ça et rends-moi les agrégats. Alors il y a d'autres paramètres, mais on peut très bien exporter ça où? Dans SQL Azure. Il y a un connecteur direct et vous dites, voilà, les résultats de mes agrégats, tu me les mets dans une base SQL Azure. Encore une fois, vous voyez que les pièces du puzzle commencent un petit peu à s'imbriquer. On voit un petit peu ce qu'on va devoir mettre en place si on veut utiliser telle ou telle brique. Bien évidemment, je fais une parenthèse, on est dans le cloud et l'expérience, l'année qui vient de passer, nous montre que les outils évoluent tout le temps, en permanence. Il y a tout le temps des nouvelles fonctionnalités. Donc ce slide où on dit que l'export c'est vers SQL Azure, ça se trouve dans 6 mois, on aura SQL Azure, Azure Blob, votre SQL on-premise, je ne sais quoi d'autre, directement Power BI, un modèle tabulaire, je ne sais pas. On verra ce qu'il y a, mais sachez que à l'heure du cloud, évidemment tout va très vite. Là c'est à l'instant T que je vous dis que on branche Azure Stream Analytics derrière, devant SQL Azure ou Azure SQL. Internet of Things. Il y avait une petite brique, vous ne l'avez peut-être pas vue. Ce matin a été montré Microsoft Azure Intelligent, je m'en souviens déjà plus, Intelligent System Service, ISS. Quelle est cette brique? Alors, je vais faire très très court sur ça parce que c'est assez complexe, c'est très spécifique, il y a tout un SDK. Mais dans tout ce paysage qui est finalement un schéma classique de l'Internet des objets, ISS, c'est cette partie-là. En fait, on a tous les éléments qui vont nous permettre de se connecter à des capteurs, de causer avec eux et de récupérer ça. Donc Microsoft le propose en tant que service complet, mais aussi tout simplement en tant qu'un portail que d'autres fournisseurs pourraient attaquer pour justement enregistrer les devices. Enfin voilà, c'est vraiment toute la couche qui va gérer le device. Maintenant, ce qui nous intéresse, pourquoi c'est dedans? Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais l'Internet des objets, ok, c'est un challenge, mais là, pour le coup, là, se connecter à un thermomètre, lui demander sa température et lui envoyer l'action de monter le thermostat, on n'est plus de la BI, là, c'est du pur dev, c'est une application. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est que derrière ISS, bien évidemment, vous voyez que dans ce slide-là, qui est celui qu'on présente quand on parle d'ISS, mais en fait, on a différents éléments. Vous voyez le hub, Event Hub, qu'on a ici. Juste avant, on a parlé de Stream Analytics, qui prend son entrée dans Event Hub. Vous avez aussi des choses comme HD Insight, on en a parlé aussi, le Big Data. Donc ça arrive ici, et donc finalement, on voit très bien que cette brique-là, c'est causer, c'est se brancher aux différents éléments. Et en termes de stockage, on a le grand classique, les Azure Tables, les blobs, SQL Azure. Vous voyez, même Microsoft dans ses slides dit SQL Azure et non pas Windows Azure SQL. Le machine learning, et on va bientôt passer à redessiner un petit peu tout ça. Je crois qu'on a presque terminé toutes les briques. Le machine learning, c'est simple, voyez-le comme le data mining 2.0. On avait le data mining qui arrivait en 2005 dans Excel. On avait 9 algorithmes, on prenait un jeu de données, on le mettait dedans, hop, ça nous sortait une réponse. Là, finalement, c'est un peu la même chose, sauf qu'on est sur le cloud. On est là pour faire passer des algorithmes sur des données, sauf qu'on est sur le cloud. Donc en entrée, on a forcément toutes les briques du cloud. Encore une fois, vous voyez un peu les pièces du puzzle, comment elles vont s'assembler. Donc on a du SQL Azure, de l'HD Insight, des Azure Tables. Hop, il manque une petite animation. Hop, je vais faire ça et je le remettrai après. Alors, le machine learning, quels sont les gros avantages de cette brique-là? Ça a été présenté, donc évidemment, c'est le support de R. Quand on est statisticien et donc qu'on est miner, que c'est notre métier de faire des algorithmes sur des datas, ce qui n'est pas forcément le métier des gens qui font de la BI. En général, nous, on est plutôt à croiser les données et pas forcément à appliquer des algorithmes dessus. Mais en fait, R est vraiment le langage qui fait foi sur le sujet. Encore une fois, l'idée c'est que c'est vraiment quelque chose de fait. C'est pas, je n'ai pas de parti pris sur dire si R est bien ou pas bien. Donc on a R qui va s'utiliser, mais évidemment on a aussi tout un catalogue d'algorithmes. Ce qui est intéressant, c'est la monétisation des algorithmes. Vous pouvez très bien acheter un algorithme ou utiliser des algorithmes qui seraient prédéterminés pour justement
le passer sur vos données. Rappelez-vous, on a les données en entrée, on passe ces algorithmes et en sortie, on va en sortir quoi? On va sortir finalement un modèle. Le modèle, il va répondre à une question. Exemple, si j'ai un utilisateur qui est célibataire, sans enfant, qui habite dans le 92, qui a un revenu moyen de temps, etc., est-ce que je peux lui refourguer une voiture quand il va venir? Finalement, ça, c'est le modèle. Votre modèle va savoir répondre à ça. En donnant tous ces éléments-là, il va répondre à la question. En fait, avec Machine Learning, vous créez le modèle, Machine Learning va le faire tourner, et vous allez tout simplement, via une API, via les web services, tout simplement l'interroger. Il y a eu je crois qu'il y a eu, c'est arrivé sur les blogs, il y en a quelques-uns qui ont fait la démo, c'est que c'est requêtable même depuis des outils comme Power Query. Encore une fois, vous voyez les briques, comment elles se mettent ensemble. Donc l'idée, c'est qu'on crée les modèles, on va utiliser des algorithmes du R, on va créer son modèle de data mining, et derrière, je vais pouvoir l'instancier et l'utiliser. Ce que je trouve aussi très intéressant dans un outil comme Machine Learning, c'est le fameux ML Studio. C'est simple, moi, l'image que j'ai eue dès qu'on me l'a montré, c'est le principe de la paillasse de laboratoire. Voilà, j'ai ma zone d'expérimentation, donc ça ressemble à ça. Hop, je vais le remettre ici, puisqu'il n'y a pas la petite animation. Donc ça ressemble à ça, évidemment c'est un peu petit, mais l'idée c'est que j'ai vraiment toutes mes données que je vais utiliser en entrée, les algorithmes que je vais passer, puis dire alors si celui-là en sortie ça match à 0,8, et ben je vais le repasser sur un deuxième algorithme, mais si ça match à plus, ben, je vais le passer à tel algorithme, etc. Donc vous créez finalement votre modèle. L'idée c'est, on ne parle pas, c'est oublier le data mining qu'il y avait dans Excel où finalement vous aviez un seul algorithme. Et puis en gros ça marche ou ça marche pas. Là l'idée, et c'est pour ça qu'il faut vraiment des compétences de data science, c'est que derrière, il faut vraiment jouer avec les algorithmes, les imbriquer les uns dans les autres, prendre des résultats, les retester, raffiner la donnée. Et donc ça, finalement, on a vraiment l'impression, prenez l'image du mec avec la blouse qui s'amuse à mélanger un petit peu ses produits pour, pourquoi pas, synthétiser quelque chose et finalement trouver la donnée qui lui manquait ou créer le modèle. Donc ça, c'est vraiment un des points forts d'Azure Machine Learning, c'est ce côté paillasse et finalement on démarre rapidement. D'ailleurs, il y a une annonce qui a été faite au Pass Summit, c'est que avec un compte Windows Live, vous avez accès gratuit à Azure Machine Learning. Il y a une limitation en fait, c'est limité à 150 €, donc c'est toujours ce concept de limité mais qui a une limite. Je ne sais plus quelle est, je crois que c'est 150 $ de consommation d'algorithmes, etc. Mais en tout cas, avec un compte Windows Live, vous pouvez démarrer dès la fin de la session. Vous y allez, vous ouvrez ML Studio et vous commencez à manipuler vos données. Le dernier, et ça va être un peu short pour faire une démo, c'est Azure Data Factory. Azure Data Factory, c'est un des derniers qui a été annoncé. Je vais le résumer de façon super simple. Globalement, Azure Data Factory, c'est l'ETL dans le cloud. Qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, on va créer des pipelines de données qui vont tout simplement prendre des données d'un point A, faire quelque chose au milieu et le redéposer à un point B. Donc consume, orchestrate, rappelez-vous SSIS, le control flow, on est à peu près sur le même élément. Donc on va dire, bon, alors tu me prends cette donnée-là, et puis cette donnée-là, etc., etc. Tu me les combines, tu me crées un pipeline, et à la fin tu me remets ça dans une base SQL Azure par exemple. Les caractéristiques d'Azure Data Factory. Bon, source destination, pour l'instant, on a uniquement les données on-prem de type SQL, Azure Blob et Azure Tables et SQL Azure. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut avoir en source et destination. Et j'allais en oublier un. Oui, j'allais oublier HD Insight, parce qu'on peut se dire, finalement, si j'ai des Azure Blob, finalement, je peux très bien injecter des données dans mon cluster Hadoop pour derrière, après, lancer du Hive, du Pig ou des choses comme ça. Ou alors l'inverse, récupérer les données qui sont déjà dans mon cluster Hadoop parce que je les ai récupérées, les prendre et en faire autre chose, les réaffiner et les envoyer dans un SQL Azure par exemple. Donc l'idée c'est vraiment de prendre les données. Alors actuellement on est sur une version très bêta, il manque encore pas mal de choses et évidemment la liste des sources et destinations, là vous vous dites ouais bon ok on va peut-être attendre qu'il y ait plus de choses. Mais mine de rien, actuellement si vous voulez faire toute la problématique du data mouvement et que prenez toutes les briques qu'on a vues avant, Azure Blob, Azure Table, SQL Azure, Event Hub, etc. Il y a bien un moment où il vous faut un petit orchestrateur pour bouger les données d'un point A à un point B. Parce que sinon, vous n'allez pas le faire en mode batch.
surtout si par exemple vous avez du big data, on parle de volumétries qui sont suffisamment conséquentes, l'idée d'un Azure Data Factory, c'est lui qui va vous faire finalement tous les liens entre les briques et transférer les données quand il y a besoin de les transférer. Certaines briques se branchent directement. Je prends l'exemple, Stream Analytics qui renvoie dans SQL Azure, mais peut-être que ce SQL Azure, vous avez peut-être envie de le renvoyer après ailleurs. Azure Data Factory va permettre de faire ça. Donc voyez-le vraiment comme un ETL, il y a des sources, il y a des destinations. Au milieu, on peut lancer des transformations. MapReduce, le classique, Hive et Pig, donc là on est vraiment dans le monde Big Data, et du C#, où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Évidemment, on se doute bien que les librairies de transformation vont grandir au fur et à mesure. Il y a un point que je voulais, un petit élément juste sur Azure Data Factory, c'est que quand on parle de Hive et Pig, en fait, ce que va faire Azure Data Factory, c'est qu'il va vous monter un cluster Hadoop pour exécuter justement ça. Donc ça peut être un moyen, plutôt en général quand on est sur HD Insight, souvent on désactive son cluster parce que forcément il coûte un peu cher quand il tourne en permanence. Et puis des fois j'en ai pas besoin. Je m'en fiche, j'ai tout dans les blobs. Donc je peux très bien l'éteindre et faire autre chose. Sauf que ça prend du temps de le réouvrir, etc. Et puis il faut orchestrer tout ça en tant qu'utilisateur, il faut y aller, il faut le redémarrer, il faut remettre les données, etc. Là en fait, Azure Data Factory va faire tout ce boulot-là, justement de se dire, une fois que j'ai mis dans le blob, j'ai peut-être envie de lancer une petite requête Hive ou Pig, et finalement va vous automatiser tout le pilotage finalement de votre cluster Hadoop. Et je fais une petite publicité pour mes amis allemands, Oliver et Tillman, qui ils sont à l'origine de composants sur Codeplex, parce que là on peut se dire ok, donc c'est génial, tout ce qui est chiant à faire au niveau de mon cluster Hadoop sur le cloud, ou de gérer mes bases, etc. Là en fait j'ai un outil qui va m'orchestrer tout ça. Le problème c'est que cet outil il est dans le cloud, et des fois vous avez envie de piloter ça depuis le on-prem. Je sors un peu du cadre de la session, puisque l'idée c'est de faire du 100% cloud, mais je parle un peu de leurs composants. Ils ont fait des composants qui sont sur Codeplex, donc vous cherchez, c'est OH22, la société qui fait ça, et ils ont fait finalement ce même type de composants, mais pour SSIS, ce qui fait que automatiser la création d'un cluster Hadoop qui va se brancher sur vos données pour lancer une requête Hive et récupérer juste le résultat et ensuite tout éteindre, en fait ils ont fait des composants qui permettent d'automatiser ça. Avant de vous faire une démo, il me reste 5 minutes. Je voulais juste vous montrer finalement le portail. En plus, sans le micro-main, ça va être difficile. Juste vous montrer à quoi ressemble Azure Data Factory. Voilà, on est mieux. Alors, c'est sur le nouveau portail azure.com. Allez. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Donc d'un côté, il est un peu plus joli, un peu plus moderne, mais après, à voir l'usage. Pour l'instant, actuellement, il est encore en preview parce qu'il y a quelques petits bugs. Alors Azure Data Factory, ça ressemble à ça en fait. J'ai un peu une console et on a les concepts suivants. C'est que je vais avoir des linked services. Les linked services, c'est simple. Si je vais ici sur mes linked services, ils sont ici. D'ailleurs, ils sont pétés. Ils sont en erreur. Ou ici, vous voyez, je vais avoir finalement des gateways et des data stores. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est mes endpoints que je vais faire. Donc c'est finalement la déclaration un peu de mes sources. Donc je vais dire, cette base SQL Azure, c'est un endpoint. Cette base, et là vous voyez du on-prem, je vous dis qu'il y avait du on-prem qui est en erreur. À mon avis, c'est tout simplement parce que ma gateway s'est éteinte, donc forcément c'est en erreur. Donc ici, j'ai tout simplement déclaré finalement les endpoints que je vais avoir. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, je vais tout simplement déclarer des datasets. Donc là, finalement, si je fais une analogie avec SSIS, c'est un petit peu les métadonnées que vous avez dans votre data flow entre deux tâches. C'est finalement, je vais déclarer ce qui est transporté entre un point A et un point B. Et ensuite, vous créez tout simplement les pipelines. Là, vous voyez qu'il y en a 0 et je vais vous montrer pourquoi il y en a 0 parce que c'est pas si trivial. Si je clique dessus ici, il va juste me dire que j'ai 0 pipeline. Par contre, autant sur les lignes service, j'ai un petit bouton plus qui me permet ici de créer un data store et de dire par exemple c'est du Azure Storage Account, donc du Azure Blob. Autant sur les pipelines ou sur les datasets, j'ai pas de bouton plus. Pourquoi? Parce que en l'état, actuellement, Azure Data Factory, pour pouvoir faire ça, en fait, il faut tout simplement le faire par code en PowerShell. Donc je voulais juste quand même vous montrer, histoire qu'on ait un petit peu la démo. Donc voilà, hop, on va augmenter la police.
Ça devrait le faire. Donc voilà, si je veux créer une table, ici, vous voyez, New Azure Data Factory Table, et tout simplement, ici, je vais lui donner tous les paramètres. Alors, je ne vais pas l'exécuter de toute façon, ma gateway est cassée. J'ai eu quelques soucis hier, parce qu'il y a pas mal de limitations. Forcément, mes bases de données SQL Azure, elles sont situées en Europe. Le service en preview est actuellement aux US, donc il y a tout un tas de problèmes de firewall, d'éléments, etc. pour faire ça. Mais le truc, c'est que vous avez du PowerShell, je croyais que je l'avais ouvert tout à l'heure, que vous allez exécuter dans votre console Azure PowerShell. Hein, vous les avez, hein, les applets. Hein, ici, si je fais New Azure Data Factory, non, il ne veut pas. J'ai peut-être pas chargé les bonnes librairies. Non, il ne le trouve pas. Bon, de toute façon, c'était, j'aurais pas fait la création directement en live. Mais l'idée, c'est que voilà, vous appelez finalement des commandes PowerShell qui vont vous créer les objets. Pour l'instant, les seuls éditeurs qu'on a, c'est pour les fameux linked services qui sont l'endpoint. Les tables, les pipelines, c'est quelque chose que vous allez créer directement comme ça. Ce matin, on vous a parlé de JSON, parce qu'il y a bien un moment ici, je dois bien déclarer justement, ça va de où vers où, quel est le format, etc. Mais en fait, tout simplement, ce que vous envoyez au script, c'est quelque chose, hop, avec le bloc-notes, vous allez avoir quelque chose comme ça, où finalement, ça c'est ma table que je vais créer, qui va transiter justement entre deux lignes de service au sein d'un pipeline. Donc vous voyez actuellement c'est encore très artisanal. Actuellement il faut se taper le JSON, hein, donc on n'a pas de Visual Studio, l'outil que vous voulez. C'est très peu documenté aussi, hein, donc de savoir exactement ce qu'il y a dans chaque élément, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais l'idée c'est vraiment de créer ça. Ensuite vous utilisez PowerShell pour créer les éléments. Et une fois que vous avez ça, il y a l'éditeur de diagrammes, vous pouvez visualiser justement vos pipelines qui font ça. Je ferai un petit article ou un petit webcast. Je pense que sur le webcast de janvier, on fera un sujet là-dessus complet. Le dernier point que je voulais pointer sur Azure Data Factory, c'est que le pipeline de données est asynchrone. SSIS, vous démarrez, il prend les données, il va jusqu'au bout. Il n'y a pas le moyen de dire, bon, alors tu fais une pause un peu au milieu, tu attends des données, etc. Il va vraiment exécuter ça d'un coup. Là, on a quelque chose d'assez asynchrone, et notamment des notions de conditions et de disponibilité. Je ne sais pas si vous avez vu sur le JSON, mais vous pouvez dire que votre table n'est disponible que de telle heure à telle heure, ou n'est disponible qu'une heure par jour, etc. Et lui va faire le boulot de récupérer et de synchroniser tout ça pour justement exécuter un vrai pipeline de données en fonction de critères ou de conditions. Les critères, ça peut être tu exécutes ce pipeline uniquement quand il y a plus de 1 giga de données, pour éviter de le faire toutes les minutes et de récupérer. Ou alors, à l'inverse, de dire, dès l'instant où il n'y a plus de 10 lignes, tu me lances un pipeline pour justement avoir quelque chose. Donc vous avez toute cette notion de trigger et de disponibilité que vous pouvez avoir. Je voulais mettre les boîtes une par une, mais ce n'est pas la version avec l'animation. On a vu toutes les briques, il y en a quand même un petit peu beaucoup. Je suis en retard, donc je vais accélérer sur la fin. Vous avez pu deviner, quand on les a présentés, que finalement on a des connexions naturelles entre certaines briques. Encore une fois, l'idée c'est vraiment d'aller sur le Get Data Analyze. J'ai juste rajouté ici une petite brique qui s'appelle Store, parce qu'il y a bien un moment il faut poser ces données quelque part, entre différents éléments. Soit de façon temporaire, staging, soit parce qu'on a vraiment un data warehouse. Donc l'idée c'est vraiment de placer maintenant toutes les briques qu'on a ici. Évidemment, en dehors du spectre, j'ai mis tout ce qui est vraiment orienté dev et orienté, c'est le point d'entrée du stockage. Donc ISS, tout ce qui est Intelligent System Service et tout ce qui va nous venir vraiment des capteurs. DocumentDB, Azure Blob, c'est quelque chose qui est même avant le Get Data. Pourquoi? Parce que c'est orienté pour les développeurs. Pour vous, c'est vu comme une source de données. Donc c'est bien sur le tableau, mais par contre, c'est vu comme une source de données. Ce n'est pas la technologie que vous allez utiliser pour stocker soit vous des données BI, du Data Warehouse ou autre, ou récupérer des données. Dans Get Data, on s'aperçoit qu'on a évidemment le temps réel et Azure Data Factory, alors que j'ai mis un peu plus sur le côté manage, puisqu'il y a ce côté orchestration qu'on a ici. Donc tout ce qui est temps réel, évidemment, vous l'avez dans le Get Data.
On a bien évidemment le IaaS, SSIS est toujours là, mais pour récupérer les données, on est vraiment sur ce type de batch. Au milieu, le stockage, on va avoir vraiment tous les stockages qu'on a à notre disposition. Vous avez vu que j'ai exclu Azure Blob et Azure Document DB. On va plutôt se focaliser à soit du IaaS, soit du HBase, HD Insight ou SQL Azure. Donc c'est ces points-là qui vont être vraiment intéressants à la frontière entre le Get Data et Modelize. L'autre frontière, c'est justement comment je fais pour modéliser tout ça. On a dit je n'utilisais que des briques de cloud. Vous avez vu qu'il n'y a pas de SSAS dans le cloud. Voilà, hein. Non, en général, ça arrive une deuxième fois. Donc, évidemment, vous avez vu qu'il n'y avait pas de cube dans le cloud, mais pourtant, vous avez Power BI, qui finalement, c'est des classeurs Power Pivot. Classeur Power Pivot, c'est du SSAS tabulaire. Mais finalement, sur toute la partie modélisation et analyse, je vais avoir toute la stack Power BI qui va m'aider justement à faire toute la suite. Parce que, évidemment, Machine Learning, Stream Analytics, SQL Azure, etc., on n'est pas sur quelque chose de visuel. On est soit sur quelque chose qui va nous permettre de stocker des données, de les poser ou de les reprendre, mais on n'est pas sur l'outil qui va nous permettre vraiment de créer vraiment des modèles d'analyse, des calculs, des croisements, des choses comme ça. Donc là, ça va être tout ce qui va être Power BI. Quelques préoccupations quand même, et je terminerai avec ça. Hop, on est ici. Pensez toujours à l'hybride. Donc évidemment, là j'ai 100% cloud, mais il y a bien un moment, il nous manque les données sources. Et les données sources, bien souvent, elles sont quand même sur des applications qui sont sur votre système d'information. Donc, une partie des données peut rester on-premise. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est d'imaginer des scénarios à base de la Data Management Gateway. Data Management Gateway, c'est vraiment ce qui fait le lien entre le cloud et vous. Dans Power BI, c'est ce qui permet justement le data refresh depuis l'offre SaaS avec vos données qui proviennent on-premise. Mais la Data Management Gateway, vous ne l'avez peut-être pas forcément vu, mais en fait, un de mes endpoints que j'avais dans Azure Data Factory, c'était du on-prem. Ça passe par quoi? Par la Data Management Gateway. Donc même Azure Data Factory utilise la Data Management Gateway pour requêter vos données locales. Donc c'est vraiment un composant qui va prendre de l'essor par la suite. Par contre, faites attention, ce n'est pas la même version que celle qui est utilisée avec Power BI. Actuellement, il y a deux versions. Pourquoi? Parce que ADF, c'est de la preview. Azure Data Factory, c'est de la preview. Donc ils ont une version preview de la Data Management Gateway, alors qui est plus jolie en termes de design, hein, l'icône est un peu plus jolie, mais par contre, techniquement, elle ne marche pas avec Power BI. ExpressRoute, on en a parlé tout à l'heure, ça va être important justement de mettre en place tout ce qui va bien pour réduire la latence entre le cloud et votre système d'information. Et le dernier, je ne rentrerai pas dedans, mais APS, qui permet justement de récupérer et d'avoir justement une appliance chez vous, mais qui peut utiliser soit localement, soit depuis le cloud, des zones Hadoop, des zones HD Insight. Les enjeux, j'en ai parlé, data movement, bande passante. Ça va être vraiment la question qu'il va y avoir parce que, ok, c'est bien beau, tout est dans. Alors quand c'est dans le cloud, ailleurs on peut se dire, on s'en fiche. Après tout, c'est pas grave si on recopie 15 fois les données ou si il y a ça, puisque c'est entre les serveurs du cloud et à vrai dire, on consomme ça. Mais mine de rien, c'est important quand même d'y réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il va falloir des chemins d'optimisation. On a parlé de real-time analytics. Azure Data Factory, c'est pas du real-time. Évidemment, vous pouvez avoir une latence très faible entre je prends les données et je les mets à un autre endroit, mais c'est pas fait non plus pour transférer en temps réel les données. Donc pensez bien, toute la problématique de data movement va être intéressante. Tout ce qui est sécurité, bien évidemment, comment je sécurise tout ça, les briques les unes vis-à-vis, chaque brique vis-à-vis des autres, et la redondance des données qui peut être aussi un sujet. Et je terminerai avec quelques questions. Je terminerai là-dessus. Je ne vais pas vous donner les réponses, mais en fait, on a des nouveaux concepts qui arrivent et qui sont liés indirectement au cloud, mais qui nous permettent de réfléchir différemment. Vous avez vu qu'on a beaucoup de briques, des briques qui se mettent entre elles, puis on se dit, oh, mes données, elles doivent être où au final? Dans un corporate data warehouse d'entreprise centralisée, ou est-ce que finalement, en les laissant dans un HD Insight tout au bout, est-ce que c'est pas suffisant? Donc vous avez des concepts qui arrivent, le fameux concept de data lake, de se dire, bon, finalement, on fout tout dans des blobs et puis on verra bien ce qu'on en fait après. Hein. La puissance des serveurs fera que on passera des requêtes Pig ou Hive là-dessus et puis on récupérera les données. Donc ne nous embêtons pas à formaliser, à réfléchir à des schémas, etc. Donc tous ces concepts, voilà, est-ce qu'on a encore besoin des data warehouse ou des data mart? La fameuse data virtualisation, j'ai pas encore trouvé d'implémentation qui semblait intéressante, mais c'est un concept qui fait couler encore de l'encre, hein, qui est en pleine maturation chez les spécialistes. Autre question, ce qui m'allaise, ce qui m'abande, finalement, est-ce que je dois me préoccuper du schéma?
Si on écoute les développeurs, on s'en fiche, hein, on a du JSON maintenant, voilà, une colonne en plus, une colonne en moins, on verra bien maintenant quand on est de l'autre côté, on a peut-être envie de connaître les colonnes, etc., etc. Donc tout ça, c'est les questions qui arrivent avec ces différentes briques, qui finalement fait que alors c'est pas un nouveau métier, mais on a un métier qui prend de plus en plus de poids dans les entreprises, c'est l'architecte de données. Vous avez vu le nombre de briques qu'il y a à gérer, vous avez vu toutes les spécificités. Alors oui, alors celui-là, il est limité à 365 jours. Oui, mais alors si je prends celui-là et que je le branche ici, ah oui, mais je vais devoir bouger les données. Ah oui, mais Azure Data Factory supporte pas encore ce truc-là, etc. Donc vous avez vraiment un vrai boulot. On revient vraiment sur ce métier d'architecte. Alors orienté données, parce qu'évidemment, architecte de système d'information, c'est assez vaste. On parle plutôt là pour le coup d'urbaniste. Mais en tout cas, au niveau des technologies data, c'est important d'avoir vraiment ce rôle-là. Il devient de plus en plus important de connaître toutes ces briques-là et de savoir comment elles s'imbriquent et ce qu'on peut faire avec. Parce que bien évidemment, comme toujours, on peut faire de super choses, mais on peut aussi faire du grand n'importe quoi. Donc c'est important d'avoir vraiment cette position. Réfléchissez-y dans votre entreprise, de se dire, est-ce que finalement, au niveau de mes données, comment elles sont gérées, où est-ce qu'elles doivent être, comment elles doivent être requêtées, comment elles doivent être bougées. Est-ce que finalement vous êtes posé la question, est-ce que finalement c'est bien architecturé, parce qu'on est de moins en moins proche du schéma SSIS qui déverse dans une base de données SQL qui a un cube par-dessus et du reporting. On est de plus en plus sur quelque chose de compliqué. Je remets juste le slide pour que vous le gardiez en tête. Voilà, des briques, il y en a quand même beaucoup et encore j'ai essayé de les synthétiser, mais il y a énormément de briques dans le paysage, il faut savoir imbriquer tout ça. Est-ce que vous avez des questions, mais je les prendrai en off, juste peut-être une ou deux? Non, et bien donc merci en tout cas de votre attention et désolé d'avoir débordé de 10 minutes. Ça va.